Nous connaissons Kafka l'écrivain. Kafka le prophète de l'absurde. Mais qui était l'homme derrière le mythe? Dans cette deuxième partie, nous entrons dans la zone d'ombre. Là où la légende s'arrête et où commence la complexité troublante d'un être humain déchiré. Si la première partie était une carte de son monde littéraire, celle-ci est une plongée dans ses abîmes personnels. Car pour comprendre vraiment Kafka, il faut accepter un paradoxe, son œuvre monumentale est née d'un homme qui se percevait comme un échec. De 1909 à sa mort, Kafka a tenu un journal intime obsédant. Plus de 700 pages. Ce n'était pas un simple agenda, mais un tribunal intérieur où il se jugeait chaque jour. 3 janvier 1912. Écrit toute la nuit. Rien de bon. Chaque phrase semble fausse avant même d'être couchée sur le papier. Comme si un autre en moi écrivait, et que moi, je ne faisais que regarder, impuissant. Ces journaux révèlent le mécanisme de sa création. Une anxiété transformée en processus artistique. Il ne fuyait pas ses démons, il les invitait à la table d'écriture et leur demandait de dicter. C'est peut-être là sa plus grande force et sa plus grande souffrance. Kafka n'était pas un ermite. 3 femmes ont marqué sa vie d'homme, créant des ponts fragiles entre sa forteresse intérieure et le monde. 1. Félix Boer, la fiancée 2 fois repoussée. Leur correspondance montre un homme déchiré entre le désir d'une vie normale et la terreur qu'elle n'étouffe son besoin d'écrire. Épousez-moi, c'est épouser mon vide. Je suis un homme dont la meilleure part vit la nuit, sur du papier. Que reste-t-il pour le jour, pour toi? 2. Emina Jesenska, la passion impossible. Journaliste, traductrice de Kafka en tchèque, elle était son égale intellectuelle. Leur relation était un incendie brillant, destructeur, trop intense pour durer. 3. Dora Diamant, le refuge final. À la fin de sa vie, malade, il trouve auprès d'elle une paix relative. Elle brûlera malheureusement une partie de ses derniers écrits, respectant ce qu'elle croyait être sa volonté. Regardez ces relations comme des paraboles kafkaïennes. Des personnages qui se cherchent à travers des labyrinthes de mots, mais qui ne se rencontrent jamais vraiment. L'amour, chez Kafka, est une autre administration pleine de formulaires et de règles incompréhensibles. Aucune compréhension de Kafka n'est possible sans Max Brod. Son ami le plus proche, son premier éditeur, est celui qui a trahi sa dernière volonté. Brod n'a pas seulement sauvé les manuscrits. Il a créé le mythe Kafka. Il a édité, organisé, parfois interprété. Le Kafka que nous connaissons est en partie la construction de Brod. C'est le paradoxe ultime, Kafka voulait disparaître, son ami l'a rendu immortel. Cher Max, ma dernière requête, brûle tout ce que je laisse derrière moi. Brod a refusé. Acte de trahison ou de salut littéraire? Sans lui, le procès, le château, des dizaines de nouvelles n'existeraient pas. Kafka n'était pas religieux. Pourtant, sa judéité est la clé de voûte de son identité d'écrivain. Il appartenait à 3 mondes, juif, tchèque et de langue allemande. Il n'appartenait pleinement à aucun. Il était l'étranger par excellence. Même à Prague, parmi les siens, il se sentait déplacé. Cette sensation d'être un insecte sous une loupe, toujours observé, jamais compris, c'est l'expérience fondamentale du juif diasporique, qu'il a universalisée. Ces histoires reprennent des motifs de la tradition juive, la loi incompréhensible, l'attente d'un salut qui ne vient pas, le dialogue impossible avec une autorité lointaine. Mais chez lui, Dieu a quitté le bureau. Il ne reste que la bureaucratie. En 1917, Kafka crache du sang. Le diagnostic, tuberculose. Pour beaucoup, une condamnation. Pour lui, une libération étrange. La maladie est la seule chose qui m'appartienne vraiment. Enfin, mon corps exprime ce que mon âme criait en silence. Il a esthétisé sa maladie. La tuberculose devient la manifestation physique de son mal-être existentiel. Dans ses derniers textes, le corps malade est un château charnel, une forteresse douloureuse qu'on habite sans jamais la comprendre. Ces 2 grands romans sont inachevés. Ce n'est pas un accident. C'est l'essence de son projet. Terminer le château aurait été une trahison. Si K entrait enfin dans le château, le mystère mourrait. Kafka nous laisse dans l'antichambre de la signification. C'est là, selon lui, que se passe la vraie vie humaine, dans l'attente, la quête, l'inachèvement. Le procès s'arrête sur l'exécution de Joseph K. Le château s'interrompt au milieu d'une phrase. Ces fins abruptes sont un message, il n'y a pas de conclusion.
Pas de morale. Pas de rédemption. Juste le processus. Alors, qui était Franz Kafka? Un prophète? Un malade? Un génie malgré lui? Peut-être simplement un homme qui a eu le courage de regarder en face l'absurdité de sa condition et d'en faire de l'art. Un homme qui a transformé sa faiblesse en force, sa peur en clairvoyance, son désir de disparaître en présence éternelle. Le sens de la vie, c'est qu'elle s'arrête. Franz Kafka, journal intime. Dans la troisième partie, Kafka après Kafka comment son œuvre a conquis le monde, influencé la philosophie, le cinéma et donné un nom à notre angoisse moderne.